la situation en Chine est passée de mauvaise à catastrophique. Les nouvelles données démographiques qui ont fuité petit à petit au cours des 9 derniers mois indiquent essentiellement que la génération de remplacement à laquelle les Chinois pensaient pouvoir s'attendre en 2000 ne s'est jamais concrétisée. Maintenant, nous sommes dans une situation où le taux de natalité a chuté de près de 50%, rien que ces 5 dernières années. La capacité de la Chine, à long terme, non seulement à être une puissance manufacturière avec une main-d'œuvre, mais simplement à exister en tant que puissance industrielle cohérente, est désormais impossible. Et maintenant, c'est juste une question de temps avant que l'inévitable arrive. Évidemment, le gouvernement chinois préférerait que cette date de fin soit la plus éloignée possible dans le futur. Le défi auquel nous sommes tous confrontés, c'est que le taux de natalité américain, aussi bas qu'il soit, est maintenant plus élevé que celui de la Chine depuis 30 ans, et donc ils ont simplement épuisé leur population de moins de 40 ans. La seule manière qu'ont trouvé les Chinois de rester compétitifs sur le plan international, c'est de forcer leur population à travailler de longues heures, de subventionner massivement toutes les industries, et puisque les gens travaillent tout le temps, de réduire leur consommation et de contraindre leur capital à investir, dans des investissements gouvernementaux d'une manière ou d'une autre. Après, cela vous laisse avec ce gros excédent de produits industriels qui doit être exporté, et donc nous sommes au début de ce qui sera la dernière grande vague de dumping de produits chinois. Cela a captivé l'imagination de tout le monde dans l'espace des véhicules électriques et c'est une réalité, mais ce n'est qu'une petite partie de ce qui arrive. Contrairement aux fois précédentes où une version de ce problème est arrivée avec tel ou tel pays, cette fois-ci, les Américains, les Japonais et les Européens ne sont pas seulement prêts, ils sont préparés à mettre en place des pratiques commerciales qui écraseront autant que possible ces produits entrants. Nous sommes aujourd'hui au début du plus grand conflit commercial que nous ayons vu depuis les années 1920. En termes de technologie en Chine, il y a en gros 3 catégories. Il y a les choses qu'ils peuvent faire tout seuls sans aucune aide de qui que ce soit, et en ce qui concerne les puces c'est à 90 nanomètres et moins, donc essentiellement de type Internet des objets. Et puis la deuxième catégorie est ce qu'ils peuvent faire quand ils ont une technologie externe qu'ils peuvent appliquer. Et puis la troisième catégorie, ce sont les choses qu'ils ne peuvent pas faire du tout mais qu'ils veulent vraiment faire. Les puces haut de gamme tombent définitivement dans cette catégorie. Ils peuvent fabriquer des puces jusqu'à environ 28 ou 26 nanomètres avec une bonne dose d'aide externe, non seulement pour la lithographie, mais surtout pour les contrôles de qualité sur les wafers. Donc, lorsque vous fabriquez un semi-conducteur, par exemple, vous avez ce gigantesque cristal de silicium de la taille d'une Volkswagen, vous en découpez un disque et c'est ce que vous gravez, vous dotez et vous cuisez. Vous devez faire cela entre 30 et 90 fois en fonction de la qualité, et les contrôles de qualité sur ces disques ne sont pas effectués par des travailleurs chinois, mais presque exclusivement par des travailleurs étrangers, et c'est leur gros point faible. Mais si vous ajoutez une subvention illimitée, ce qu'ils ont, et une bonne dose de nationalisme, dont ils ne se privent pas d'utiliser, vous pouvez inciter la population chinoise à acheter des produits que le gouvernement leur montre du doigt. La situation de Huawei entre dans cette catégorie. Ils ont pris une technologie plus ancienne appelée ultraviolet profond et l'ont utilisée pour adapter une conception de puce préexistante, parce qu'ils sont incapables de faire cette partie, même pour les puces les plus basiques. Ils ont essentiellement pris une puce de minage de crypto, et l'ont rendue aussi haut de gamme que possible avec la technologie DUV, puis l'ont empilée pour la mettre dans le téléphone. C'était une manière très brute de faire les choses, très gourmande en énergie, qui prenait beaucoup de place dans le téléphone, et dans une comparaison côte à côte, elle pourrait être relativement rapide, mais seulement pour des fonctions spécifiques, et elle épuise la batterie très rapidement. Mais c'était un succès nationaliste, parce qu'ils ont pu le faire avec les outils qu'ils avaient sous la main à l'époque. Je ne veux pas dire qu'ils n'étaient pas ingénieux en le faisant, mais ce n'était pas une conception nouvelle et ils ne l'ont pas fabriquée avec leur propre technologie. Donc, il ne faut pas exagérer l'argument selon lequel ils se sont libérés des sanctions, car cela va être un problème d'emploi. Ce que nous avons vu depuis le Covid, c'est une explosion du potentiel de gain pour le tiers inférieur du marché du travail, c'est-à-dire le tiers qui travaille normalement dans la fabrication. Donc, si nous entrons dans une période électorale et que les produits chinois inondent le marché, surtout dans des choses comme les véhicules électriques, qui ne sont pas un produit bas de gamme pour la plupart des citoyens américains, on parle de perte d'emploi dans le marché qui a été le plus impacté par la mondialisation par le passé. C'est une histoire que les gens connaissent déjà, et donc les deux partis ont adopté cette politique anti-Chine très stricte, et maintenant ce qu'il reste des républicains et ce qu'il reste des démocrates, crient haut et fort qu'ils sont plus durs avec la Chine et étant donné que tout le monde se bat pour ses emplois syndicaux, ils ont tout intérêt à le faire.